D'abord vous remercier. Remercier François parce que c'est un éditeur rare, c'est une belle personne, quelqu'un de spirituel dans tous les sens du terme, qui donc effectivement a ouvert la maison à différentes collections. On est libre dans ces collections. Nous échangeons beaucoup, on travaille régulièrement ensemble, donc c'est vraiment une aventure collective. Et en même temps, chacun dans notre voie, nous avons notre indépendance et notre autonomie. En ce qui concerne donc la collection que je dirige, c'est une collection, on va dire, plutôt théorique, mais elle n'est pas expressément philosophique, puisque j'ai déjà publié la poésie. Là, c'est plutôt un essai à cheval, on va le voir, sur la littérature, la philosophie et la théologie. Il y a de la philosophie avec Villani, mais c'est aussi éventuellement ouvert à du roman dans la mesure où il rentre dans l'esprit de la collection. Voilà, bon, je ne suis pas là pour vanter la collection, même si j'en parle un tout petit peu. Donc je voudrais présenter donc, Frédéric Zandt, voilà. Je suis très heureux de l'avoir comme auteur dans ma collection parce que c'est quelqu'un de brillant, qui a une écriture brillante. Une vieille amie déjà. C'est une vieille amie, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu es invité. Oui, c'est vrai. Voilà, donc j'espère. Je ne l'ai pas tue. Voilà, mais. C'est vrai que tu as déjà refusé d'autres manuscrits. Donc en fait, c'est la mieux. Voilà. Donc c'est effectivement quelqu'un qui a une belle écriture, à la fois précise, sans concession, une écriture aussi bienveillante, parce qu'il n'est pas toujours facile d'écrire sur un livre, et d'autant plus quand c'est un ouvrage très connu, sulfureux. On peut toujours se dire qu'on monte sur les épaules de quelqu'un pour se grandir, mais c'est vraiment pas le cas. C'est un ouvrage, je dirais, qui correspond à ce que je pourrais appeler de manière un peu peut-être pompeuse une sorte d'admiration critique. Voilà, c'est-à-dire que à la fois Frédéric a vraiment beaucoup d'estime pour l'auteur, pour l'ouvrage pour l'écrivain, et en même temps, bien entendu, elle a su lire entre les lignes, si je puis dire, c'est-à-dire exhumer le schématisme, on va dire, imaginaire, ou ce qu'on a appelé le substrat, d'où, bien sûr, dans la collection Imagination critique, ça convenait parfaitement. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. En revanche, je vais poser un certain nombre de questions à Frédéric. Ça serait peut-être la meilleure façon d'entrer dans le livre, et pour elle de présenter son projet, de présenter le livre et de donner envie à ceux qui ne l'ont pas encore acheté, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Donc, la première question que je pose à Frédéric, à votre attention, c'est d'abord de présenter la Catherine Millet et la vie sexuelle. Absolument. Voilà. La question qu'on me pose toujours, est-ce qu'il faut avoir lu Catherine Millet avant? Alors j'ai un ami qui est auvergnat qui dit, il faut bien que tu dises, si on achète le tien, on en a 2 pour le prix d'un. Parce qu'il y a tellement de citations que ce n'est pas la peine d'acheter celui de Catherine Millet. Il s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà lu ou en tout cas mis dans leur bibliothèque. Qui est Catherine Millet? Une grande critique d'art contemporain, une spécialiste d'art contemporain internationalement connue, qui est célèbre qui a réédité sans arrêt son histoire de l'art contemporain en France, qui est rédactrice en chef de la revue Art Press, qui est une revue très chic, pour moi assez incompréhensible quand même, comme beaucoup d'aspects de l'art contemporain. Et donc une grande intellectuelle en fait. Et puis elle a surpris tout le monde en 2001 en sortant donc le bouquin dont je parle, qui s'appelle La vie sexuelle de Catherine M., qui est un récit assez hallucinant c'est pas une grande partouze, c'est on dirait une centaine de partouzes, donc c'est uniquement des scènes de sexe de groupe. Et je pense que le succès est venu en partie de là, du scandale en quelque sorte. Mais en même temps, c'est un objet littéraire, c'est écrit d'une manière tellement tellement virtuose, tellement précise, c'est très très bien écrit, c'est écrit dans la langue de Proust avec de longues périodes très travaillées. Donc moi, en lisant cet ouvrage, je suis restée, mais pontouesse, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... D'autant plus que c'est difficile à analyser. Moi, j'ai une formation littéraire, donc on voit tout de suite les ficelles, comment c'est fabriqué. Et là, il n'y avait rien
comment dire, on ne savait pas par quel côté l'aborder. Il n'y a pas de fil chronologique, hein, elle s'en défend, pas de chronologie, pas de perspective, pas de jugement, ni de jugement moral, ni de jugement esthétique. Donc elle nous livre une sorte de kaléidoscope comme ça de scènes sexuelles très très désarçonnantes. Et puis pas non plus d'argumentation, on ne sait pas ce qu'elle veut défendre en fait, hein, est-ce qu'elle est pour, contre, est-ce que c'était bien, pas bien. Donc il n'y a pas d'argumentation, pas de thèse manifeste. Et donc c'est un livre qui m'a laissé vraiment en difficulté, ce qui n'est pas tellement le cas d'habitude. Donc c'est assez mystérieux, c'est un objet un peu opaque, et c'est ça qui m'a intéressée, le fait que ce soit difficile en fait à lire, hein, c'est un objet difficile. Voilà, donc je me suis un peu cassé la tête à essayer de le désosser, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Autopsie. Alors, Autopsie, effectivement, d'un best-seller. Alors, le sous-titre, Substrat catholique dans la vie sexuelle de Catherine, peut paraître surprenant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche catholique? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui a éveillé en toi cette approche? Oui, cette veine-là, eh bien, déjà dans l'avant-propos, il y a beaucoup d'allusions catholiques. Elle parle de Bernanos, elle parle de Bossuet, et puis elle y fait un peu allusion au cours du livre. Enfin, je sais pas, on ne peut pas dire un récit, parce que ce n'est pas un récit non plus. Elle parle de temps en temps de son éducation catholique. Alors donc, j'ai eu la puce à l'oreille, et moi je suis catholique en fait, hein, je suis de confession catholique, et croyante, et de moins en moins, mais quand même pratiquante. Et donc, je me suis dit, mais ça a heurté violemment les convictions, en tout cas les préceptes catholiques en matière sexuelle, qui sont monogamie, pieuse, et point, rien d'autre. Donc je me dis, mais c'est quoi ce monde de partous? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans ma génération? Comment je peux aborder ça et comment je peux critiquer ça en quelque sorte, hein? Et puis, du coup, j'ai lu les autres récits de Catherine Millet. Elle raconte son enfance, et là, on voit bien que ça a été une petite fille qui a reçu une éducation catholique en banlieue parisienne, à Bois-Colombes, et qu'elle était très pieuse, en fait. Donc, il y a bien dessous une éducation et un fond catholique dans son imaginaire. En fait, hein. Voilà. Et en plus, elle voulait être sœur missionnaire. Absolument. Et puis elle parle aussi dans son autobiographie, elle dit à quel point elle était fascinée par les petites saintes de cette époque-là, c'est-à-dire Catherine Labouré, Sainte Thérèse de Lisieux, qu'on mettait en valeur à son époque. Elle était fascinée par leur souffrance aussi, hein. Il y a un grand masochisme chrétien, pas chrétien, mais catholique en fait, hein, de cette époque, du catholicisme de cette époque, qui l'a beaucoup imprégné. Et ce masochisme, il ressort aussi dans sa vie postérieure. En fait. Donc manifestement, la suite de sa vie n'est pas tout à fait dans la ligne du catholicisme qu'il a formé. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots donc, sur ce lien entre le catholicisme et ce que tu as appelé la partouze, quoi? Alors, allons-y. Oui, c'est elle qui dit ça, hein, les partouzeurs, la partouze, voilà, il n'y a pas de sexe de groupe, enfin, il n'y a pas tellement de mots pour désigner ça. Donc le lien entre les deux, apparemment il n'y en a aucun, et en réalité quand on gratte un petit peu, il y a beaucoup de liens, hein, il y a tout à voir en fait entre ces deux univers. Millet, elle a 20 ans en 68, et puis elle a vécu dans une atmosphère d'une famille catholique désunie, hypocrite. Le père avait une maîtresse, la mère un amant, etc. Et on comprend très bien que, comme beaucoup de gens de cette génération de 68, elle a jeté tout ça par-dessus les moulins, toute son éducation. Elle s'est jetée dans le libertinage, qui est peut-être un trait de génération, d'avoir bazardé tout ce qu'on avait appris ou reçu de la génération antérieure. Donc là, le premier rapport avec le catholicisme, c'est que c'est de l'opposition. En fait, c'est le livre effectivement anti-catho. Et l'agression que moi j'ai reçue, ou que j'ai ressentie en lisant ça, en me disant mais c'est pas possible, c'est une machine de guerre contre l'état d'esprit catholique, c'est vraiment une provocation. Ben oui, ça existe. Mais c'est pas le seul, et c'est pas le lien, à mon avis, le plus profond. Plus profondément, il y a un lien organique entre une certaine conception du corps chez les catholiques, on
va dire, un certain catholicisme qui coupe la personne en deux. Il y a d'un côté notre âme éternelle, précieuse, et qui a la ressemblance de Dieu, donc éternelle, et puis de l'autre côté un corps qu'on méprise et qu'on maltraite pour gagner son ciel, et souffrir, qui emprisonne l'âme, voilà, exactement, qui est une prison pour l'âme. Et le diable. Oui, qui est les désirs, voilà, le diable au corps, voilà, il y a plein d'expressions comme ça, c'est vrai, le corps et les désirs du corps ont longtemps en tout cas été considérés comme mauvais, sataniques, etc., nous entraînant vers de mauvaises choses. Et en fait, ce dualisme, on peut dire qu'on est coupé en deux, c'est une sorte de dualisme. Ce dualisme, si on regarde bien, si on lit attentivement le livre de Millet, on le retrouve. En fait, c'est pas du tout, on a l'impression que c'est un hymne au plaisir, qu'elle met le corps au milieu, que c'est... Eh bien, pas du tout. Si on lit avec un peu d'attention, on se rend compte qu'elle est distanciée de son corps. Et que c'est peut-être parce qu'elle est à distance de ce corps qu'elle a réussi, entre guillemets, à faire tout ça avec son corps. Si vous êtes à distance de votre corps, si vous le déconsidérez, si vous le méprisez, bah, vous pouvez faire n'importe quoi avec. Et c'est un peu le sentiment qu'elle donne. Et elle dit, après, dans pas mal d'interviews, elle dit « Je ne suis pas mon corps ». Elle a fait scandale il y a peu de temps par rapport au mouvement MeToo. Elle a dit « Mais ça suffit, tout ce cirque avec le viol ». Elle n'a pas dit ça comme ça, mais elle a dit « Moi, j'aurais voulu être violée pour montrer à ces filles qu'on s'en remet ». Pourquoi on s'en remet? Parce qu'on n'est pas son corps, on est à distance de ce corps. Et si on laisse ce corps, comme elle emploie à un moment le mot défroque, hein, j'abandonne mon corps comme une défroque, aux hommes ou entre les mains d'une masseuse, je ne sais plus, si on est à distance de ce corps, ben oui, effectivement, on peut faire n'importe quoi avec. Et du coup, je me suis dit, mais il y a un point commun très profond, en fait, c'est la même conception du corps, c'est les deux faces de la même médaille. Que ce soit l'ascèse, ne pas vouloir considérer les désirs de son corps ou au contraire se jeter dans le libertinage, c'est le même mépris du corps. L'ascèse, la débauche, c'est les deux faces d'une même conception qui nous coupe en deux. Voilà. Donc justement, c'est un peu contraire à l'idée d'incarnation dans le christianisme. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment le catholicisme on est venu à ce dualisme? Alors, c'est toute une longue histoire, c'est pas un philosophe qu'il faut apprendre ça. En quelques mots. En quelques mots, il y a l'influence, parce que c'est vrai que le Christ, les premiers conciles ont établi, en quelque sorte, voilà, on prend comme on veut, mais le fait que le Christ c'est Dieu qui s'est uni l'homme dans la personne du Christ. Donc il n'y a pas de mépris du corps. Au contraire, Dieu est descendu sur terre, il est descendu dans un corps d'homme, il a vécu entièrement une vie d'homme. Donc il n'y a pas de mépris du corps, au contraire, il y a une espèce d'assomption, de divinisation du corps. Donc c'est totalement paradoxal, comme tu le dis, que le christianisme ait été comme ça, le catholicisme ait méprisé le corps. Ben, c'est sous l'influence, encore une fois, moi j'ai dû sortir mon couteau suisse, hein. Je ne suis pas théologienne, je ne suis pas philosophe. Donc fausse modestie, elle est à la fois compétente en lettres, en théologie, en philosophie. C'est chou, mais j'ai lu des auteurs précis pour me renseigner là-dessus. Comment dire, c'est l'influence des Grecs. Je me souviens de Platon entre autres, mais les stoïciens aussi, ils avaient une vision vraiment coupée en deux, avec le corps prison de l'âme, hein, c'est une expression de Platon, le monde des idées, parfait, magnifique, et puis le monde sensible qu'on méprise, donc l'influence des Grecs, et puis après l'influence notre monde, on vit là-dedans, dans le monde moderne, il est totalement dualiste, c'est-à-dire que la science moderne, elle nous a fait considérer en quelque sorte toute la nature comme un stock on en vient aujourd'hui à la considérer comme un stock de matières premières. Descartes disait on devient grâce à la science maître et possesseur de la nature. On la conduit comme on conduit une voiture en fait. On est à distance de la nature et petit à petit à distance de nos corps qu'on regarde à travers des microscopes, des objets, par des équations, par de la chimie et de la mécanique, etc. Mais on est à distance de ce corps. Donc en fait, l'influence des Grecs puis de la science moderne a finalement, il me semble, dévoyé en fait le christianisme. Mais c'est aussi une récupération de l'Église pour assurer son pouvoir. Hein.
Oui, absolument, absolument, parce que ça permet... Toutes les religions, hein, d'ailleurs, toutes les religions. Oui, mais c'est vrai, c'est une façon de maintenir, comment dire, de faire la morale, interdire le plaisir, etc. C'est une façon aussi de garder. Pardon. Il y avait très peu de jours, selon les critères de l'Église, où on pouvait justement faire l'amour. Très peu dans l'année. Voilà, donc c'est une manière de garder le... Après les fêtes, Ah bah, une censure permanente, avec des menaces terrifiantes quant à l'enfer, une terreur. C'est une prise de pouvoir politique de l'Église aussi. Dans le christianisme, désirer un autre partenaire, un autre homme ou une autre femme, même le fait que d'y penser, c'est déjà péché, quoi. Péché en pensée. Ça sera peur, justement. Incroyable. C'est ce qu'on a appelé la pastorat de la peur. C'est-à-dire être pasteur en faisant peur à ses soins. Est-ce que le comportement de Catherine Millet pourrait s'assimiler au discours d'une prostituée, par exemple? C'est-à-dire cette séparation qu'elle met avec l'autre pour justement faire abstraction de ce... Enfin, par exemple, mais moi, ce que j'ai trouvé fascinant chez Millet, c'est qu'elle a une morale, il y a une déontologie de la partouze. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle n'a vendu ses faveurs, par exemple. Donc la prostitution, c'est encore autre chose, c'est un amour vénal. Donc il y a une... J'essaie de mettre au jour, le côté moral de Catherine Millet. C'est quelqu'un qui a une grande exigence, une grande honnêteté intellectuelle et aussi morale, en fait, d'une certaine manière. Même si c'est voilé par notre image... d'un corps comme ça abandonné, il y a vraiment une vraie déontologie dans sa façon de considérer le sexe et de s'abandonner, de se livrer en fait. Il y a un peu de masochisme, comme on en parlait tout à l'heure, de ce côté sacrificiel du catholicisme, mais il y a aussi vraiment une morale. Vraiment, il y a des amitiés qui traversent toute sa vie, et puis de l'amour aussi, ça on ne peut pas traiter de tout, mais il y a une grande histoire d'amour. Tout ça, alors elle nous impose tout ça sans qu'on ait les moyens de le comprendre en fait. C'est un bouquin très opaque, très compliqué, très mystérieux, très dense, très intelligent. Voilà. Vous avez abordé aussi la permanence de cette dichotomie dans notre société actuelle, n'est-ce pas? Parce que c'est subtil, c'est très occulté, c'est là aussi, ça sort de partout. C'est là tout le temps, mais c'est là aussi dans le fait que le sexe soit maintenant, l'objet d'une... Enfin, c'est ruisselant de profit. Son origine véritable. Ça ruisselle de profit et on pousse tous les enfants qui regardent du porno très très jeunes, ça provoque cette dissociation. On est de plus en plus dissociés, de plus en plus séparés de nos corps. Enfin, j'ai l'impression que mes enfants et mes élèves et les jeunes sont encore plus dissociés que moi je ne l'étais, parce que je n'ai pas été nourrie par du porno, quoi. Et donc c'est tout. Ce succès de ce livre participe à la dissociation. Et alors ce qui me rassure, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu le lire. Ça nous est tombé des mains. Ça veut dire qu'on est encore notre corps. On est encore un peu associé à notre corps. Et je pense que dans certaines générations, les générations qui vont venir, elles pourront le lire sans avoir ce dégoût et ce haut de cœur que beaucoup d'entre nous ont eu, parce qu'ils sont dissociés. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand elle dit « j'aurais aimé être violée pour montrer que c'est rien », oui. Est-ce qu'il y a... En même temps, dans le catholicisme, il y a une dimension du corps qui prend une importance démesurée des fois. Je pensais au possédé de Loudun. Vous vous souvenez de cette histoire, sous Louis XIV ou Louis XV? On voit des Ursulines qui se mettent à être habitées par des énergumènes et le corps devient devant. On dit même qu'elles volaient, c'est leur corps, quoi. Et les sorcellements, ça sert, je crois qu'on le dit, ça servait à les faire sortir les démons de ce corps. Mais c'était quand même leur corps qui parlait. C'est aussi la diabolisation de la femme, ça, la société des femmes. C'est quand même quelque chose de très très fort. Une diabolisation du corps, des femmes, de la nature, les sorcières, tout ce qui est maintenant très 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 apparent. Mais en fait, c'est deux trains qui se croisent. On prend conscience de ce dualisme délétère et en même temps, on est complètement dedans. Et on a envie. C'est très intéressant, très imprécis, très insidieux. Absolument. Mais alors, pour vous répondre, il me semble que c'est vraiment un non-sens
que le catholicisme soit allé du côté de ce dualisme, parce que c'est l'inverse. Enfin, le Christ, il n'a jamais été méprisant ni avec le corps, ni avec les femmes, ni avec... Au contraire, il était presque... Il était entouré de femmes, et donc il était... Le célibat des prêtres, oui, tout vous avez dans ce sens. Oui, absolument. Tout ça, ça paraît un non-sens. Oui. Enfin, c'est vraiment dévoyer finalement le message du départ. Enfin, pour en venir pour peut-être À la fois, elle regarde quand même les hommes comme des objets. C'est un peu... Excusez-moi, madame. Qui regarde comme des objets Catherine. Et elle se pose, c'est ça. elle se pose aussi en objet. Elle se pose en objet, mais elle regarde les hommes comme des objets. Mais c'est Donc, même bien, des objets, des sextoys si tu veux. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. mais même des morceaux de corps. Des morceaux de corps, mais des absolument morceaux de corps. hallucinant, c'est Ouais. qu'elle raconte qu'elle voit seulement des organes, en fait. Hein, des organes sans savoir à qui Oui. ils appartiennent. Que... Elle ne voit pas les visages. Elle ne voit pas les visages. Et Elle voit elle pas les donne visages. quand même une piste au début de son livre. Elle dit qu'en fait, elle a peur des autres. Elle a Au peur- début, elle était timide, c'était une jeune fille. Non, mais elle a peur des autres et que les rapports sexuels, c'est seulement dans les rapports sexuels qu'elle n'est pas angoissée et qu'elle n'a pas peur. Ah, elle se jette dedans, puis voilà, Voilà. elle donne tout. Absolument. Ouais. Mais il y a bon, j'extrapole, hein, c'est vraiment une affinité que je fais, et c'est pas du tout un. Je rapproche pas, je suis pas stupide, là, je pense que c'est pas du tout la même chose, mais quand je vois la manière dont on traite les animaux, ou même les avatars techniques de certains génocides, je dis, mais c'est vraiment couper la vie en morceaux et la mettre à distance comme si on n'avait rien à voir avec les gens qui sont tués, comme si on n'avait rien à voir et pas de relation non plus avec la vie animale ou même végétale. Voilà, hein, voilà. Je termine. Voilà. Et on ne parlera pas des macaques. Bon, non, pour moi, c'est pas le même sujet, mais bon. Ouais, on pourrait faire un rapport. Mais bon, en dehors du dualisme dont on vient de parler, est-ce qu'il y aurait dans le texte d'autres aspects de la modernité? Oui, bah justement, ce côté, comment dire, le côté numérique. Elle a tout un chapitre qui s'appelle Nombre, où elle compte les hommes, elle compte les partous, elle compte les organes, etc. Donc l'accentuation sur le nombre et sur le calcul, qui est vraiment notre monde, hein, voilà, côté abstrait. La quantification. Ouais, la quantification, l'intensité aussi, le goût de l'intensité, aller toujours plus fort, plus loin, et casser l'unification qu'on a avec esprit-corps ou âme-corps. Par exemple, l'accent qu'elle met sur le cando, ce qu'on appelle dans le milieu libertin le candolisme. Elle dit dans une interview, ce que les hommes aiment, c'est voir leur femme prise par un autre homme. Ouais, pour moi, c'est une vision d'horreur, quoi. Ça s'appelle le caudalisme. Le candolisme, caudalisme, etc. Et ce que les femmes aiment, c'est voir leur homme faire l'amour avec une autre femme. Mais pour moi, c'est d'une violence incroyable. Et elle le signe, parce que son deuxième bouquin, c'est un livre où elle raconte d'une manière extrêmement lyrique, enfin, clinique un peu, mais lyrique aussi, des crises de jalousie quasiment psychiatriques à l'égard de Jacques Henrique, donc qui est son mari, qui est aussi libertin. Et quand elle s'imagine ou quand elle tombe sur des photos de lui avec une autre femme, elle est anéantie, liquéfiée. Donc il y a un goût de la souffrance, d'aller jusqu'au bout, de s'exposer à une intensité corporelle, mais aussi psychique, de s'exploser, quoi. Voilà. Ça, il me semble que c'est un peu notre monde quand même, hein, d'aller au-delà des limites, de dépasser les limites, en géographie, en politique, en morale, en technique, en science, on dépasse sans cesse les limites, et c'est vraiment un bouquin qui est intense comme ça. J'en profite avant de poser encore une ou deux questions pour remercier, je ne sais pas si peut-être que Catherine Millet et Jacques Henrique pouvaient venir, enfin bon, en tous les cas, je tiens à les remercier parce que vous avez remarqué que sur la première de couverture, on a reproduit l'ouvrage, que la photo est de Jacques Henrique, donc son compagnon, et que j'étais en lien avec lui pour avoir les droits, donc ils ont accepté gracieusement qu'on reproduise l'ouvrage, et bon, c'est pas rien. Et je sais, enfin, par échange de mails, que visiblement Catherine Millet était touchée par l'ouvrage et le mot que Frédéric lui a envoyé. Voilà. Alors encore deux questions, c'est une petite parenthèse. Deux questions. Alors, quid de la dimension littéraire alors de l'ouvrage? Ah ben c'est central, la littérature est centrale. Elle dit au début, elle ne croit plus en l'âme, elle est plus catholique, etc. Mais si elle méprise son corps, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui prend la place de l'âme? Ben, c'est la littérature. Et donc, la seule chose qui est valable, qui est vraiment
comment dire, qui est éternelle, bah, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre littéraire. Et donc elle croit dans la littérature comme toute une génération. J'ai fait un peu partie de cette génération où on pensait que le langage était plus important que la réalité. C'est le linguistic term, c'est toute une génération où la littérature était idolâtrée. En fait, c'est une forme d'idolâtrie. Quand on est croyant, on se dit, mais idolâtrer la littérature à ce point-là, c'est la mettre à la place de Dieu. Mais c'est ça le retour au verbe. Comment ? Le retour au verbe. Oui. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par le verbe, mais oui. Donc, petite dernière question, alors qu'est-ce que ça t'a apporté cette moi, je suis plus je suis plus du tout la même catholique qu'avant d'avoir décortiqué comme ça le livre de Molière. C'est clair que je suis partie en idéalisant l'Église, le catholicisme, etc. Et puis en m'apercevant de cette voie délétère du dualisme, en fait, comment dire, j'appelle de mes voeux une réforme, enfin je ne vais pas devenir protestante, mais une réforme du catholicisme, parce que là, on est dans une impasse, quoi, hein, on est dans une impasse, et on voit les scandales actuels, ils sont le produit de ce monde, alors les cathos ne veulent pas l'entendre, ils pensent qu'au contraire, on est dans l'incarnation, et que depuis Jean-Paul II, qui a mis au pinacle le couple, etc., mais non, ils ne veulent pas entendre parler du monde tel qu'il est aujourd'hui. On a envoyé, François a envoyé un mail à KTO, donc la chaîne catholique là, de journalistes. Ils ont dit, donc ils m'ont répondu, et en me disant, on décline votre offre, on voit bien votre démarche, mais nous ne voulons pas mettre en lumière les agissements sexuels de cet auteur, masculin en plus, donc pas mettre de lumière là-dessus. Donc en gros, ça n'existe pas, le porno n'existe pas, la manière dont nos enfants sont élevés et dont la marchandisation du sexe existe, ça n'existe pas, on ne veut pas en entendre parler. Et deuxième aspect, on ne veut pas non plus mettre en lumière le dévoiement de notre incarnation. Comme si l'incarnation avait lieu dans l'Église, alors que finalement on est toujours dans cette Église totalement dualiste. Et les scandales actuels, ils en sont le résultat. On ne veut pas voir, et finalement ça se passe d'une manière catastrophique, quoi. Voilà. Donc, un nouveau catholicisme, avec des femmes et avec de la discussion, et des choses mises en lumière. Merci Frédéric. Merci à vous.